Bonjour à tous, ce matin on va partir à la rencontre d'Héloïse, 88 ans, une habitante du village qui a consacré une grande partie de sa vie à l'agriculture, une passionnée de la terre en quelque sorte, avant ensuite de partir dans le domaine de l'industrie, dans une usine qui a créé beaucoup d'emplois au village. Mais on va étudier plus particulièrement le modèle de l'agriculture tel qu'il était dans nos fermes sur le territoire du Bas-Quercy à l'époque. Donc on va faire un bond 50 ans en arrière et voir plus précisément en quoi ces fermes étaient résilientes. La résilience, c'est un domaine, c'est un sujet d'actualité et on en parle beaucoup. Ça consiste en fait à faire face aux chocs. Alors il y a différents types de chocs, hein. On a vu ces derniers temps avec la crise qu'on a traversée que les agriculteurs ont été beaucoup confrontés à revoir leur circuit de distribution. Notamment les circuits courts ont été impactés par le couvre-feu donc pour la vente directe. Actuellement, on nous parle de pénurie et l'agriculture est beaucoup affectée par des trucs des composants électroniques qui se retrouvent dans les tracteurs, mais aussi par les prix de l'engrais qui montent. On voit qu'il y a plein de petits coups de marteau qui affectent l'agriculture aujourd'hui et on n'est pas à l'abri d'un choc majeur et on va voir comment en fait à l'époque euh, les paysans d'autrefois géraient ces chocs puisque ils étaient aussi soumis à pas mal de choses, hein, notamment les aléas climatiques hein, qui sont aussi des chocs et on va voir comment ils surmontaient ça, comment ils faisaient preuve de résilience à l'époque, voir comment on pourrait s'en inspirer pour le modèle de nos fermes actuelles et surtout étudier ce dont on veut nous vendre aujourd'hui comme modèle d'agriculture et voir si justement elle est tournée vers la capacité, ce modèle est tourné vers la capacité à faire preuve de résilience ou pas. Voilà, c'est des grandes questions. Et donc on va s'inspirer du récit d'Héloïse pour ensuite tirer en gros les points positifs, les points négatifs du modèle d'avant. Encore une fois, vous allez voir, c'est riche en expérience. Et on y va tout de suite, place à l'interview. Et voilà, comme je vous l'annonçais, on se retrouve ce matin avec Héloïse, qui va fêter ses 88 ans à la fin du mois. Et je vais lui laisser la parole pour nous parler un petit peu nous faire un bond 50 ans en arrière, au moment de son enfance, qu'elle a consacré en grande partie à l'agriculture. Donc Héloïse, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était, comment était constituée une ferme type à l'époque, dans votre jeunesse? Quelle était la ferme type de l'époque, en gros? En surface, en bâtiment, qu'est-ce qu'on y trouvait? C'est-à-dire que il y avait déjà quelques fermes qui étaient plus importantes les unes que les autres. Mais la moyenne, c'était dans les 20, 18, 20, 25 hectares. Voilà. Alors évidemment, il y avait de la vigne. À l'époque, il y avait très peu d'arbres fruitiers, c'était plutôt des races anciennes. Il y avait quelques pruniers, quelques pommiers, quelques poiriers. Des pêchers, c'était très très rare, mais c'était des espèces anciennes. Et il y avait aussi des cerisiers. C'est des arbres qu'on trouvait dans les haies ou qu'on mettait au milieu des champs? On allait chercher des sauvages dans les bois, on les plantait et après on les greffait, mais on les plantait en général à la limite des terrains labourables. C'est-à-dire, voilà, parce qu'il y avait les terrains labourables et les terrains à herbe pour faire les luternes, tout ça, et puis le package, les prés pour le package des animaux. D'accord. Donc effectivement, il y avait une part dédiée aux cultures, donc la vigne. Les arbres fruitiers trouvaient leur place en général, ils étaient dans la vigne. Ils étaient aussi dans la vigne. Ou alors dans les bouts de vigne. D'accord.
Et donc là, vous nous disiez aussi qu'il y avait une part consacrée au package, hein, donc Oui. il y avait une place qui était donnée aux animaux. Ah oui, en Qu'est-ce qu'on trouvait général, dans nos fermes du territoire comme en animaux? général les prairies, enfin le package, c'était les alentours de la ferme, Mhm. parce qu'il y avait aussi les poules qui allaient là, il y avait tout. Et c'était aux alentours de la ferme. Et puis après, des prés qui devaient faire de l'herbe, ils étaient dans les bas-fonds. D'accord. Parce que comme il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, on vivait chaque ferme et les habitants de sa ferme devaient vivre de ce qu'ils produisaient. D'accord. S'ils avaient la chance d'en produire un peu plus, ça leur faisait du bonus. Sinon, du moment qu'ils en avaient assez pour se suffire eux, ils étaient contents. D'accord, donc on va reparler par la suite de cette histoire d'autosuffisance. On verra aussi qu'il y avait quand même des surplus qui étaient générés, hein. On va le voir aussi après. Je reviens juste sur les animaux. Donc les animaux, on les faisait pâturer essentiellement dans les bas-fonds. Les poules, les canards dans la basse-cour. Et c'est-à-dire que il y avait autour de la maison, il y avait certainement plus de, je ne l'ai pas mesuré, mais plus d'un hectare. Mhm. Et là, au printemps, on mettait pâturer les bêtes quand on commençait à les lâcher, mais en même temps, il y avait tout le temps la volaille qui, qui, qui faisait sa vie, quoi. Elle grattait, elle cherchait la vermine, elle faisait sa vie. D'accord. Ça, c'est en général, ils avaient cette surface qui leur. C'était pas clôturé, mais c'était les habitudes, c'était comme ça. D'accord. Donc sur le territoire, donc on trouvait des volailles, on trouvait des animaux, Mais il y avait, des ruminants, les vaches, il y avait les les bœufs. vaches, il y avait quelques chevaux, Mhm. il y avait en général des troupeaux de moutons, mais pas énormes, c'était une dizaine, 20 ou 25 moutons, et en général une chèvre, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une chèvre. Mhm. Et puis après, il y avait les vaches ou les bœufs, ça dépend le choix du propriétaire. Et puis il y avait la basse-cour, c'est-à-dire poules, canards, pintades, dindons, et puis les cochons et les lapins Des pigeons. et les pigeons. D'accord. Donc on voit qu'il y avait quand même une grande diversité d'animaux. Ça Ah s'est oui. vraiment réduit de nos jours, hein. Ah oui. On en voit de moins en moins. Le cochon aussi. Ah mais les cochons, nous on en fait, enfin, on en faisait toujours un. Et puis le cochon à l'époque, c'était pas les cochons d'aujourd'hui de 50 kilos. Mhm. Ils faisaient 100, 120 kilos. On nourrissait un cochon toute l'année pour qu'il ait une chair ferme, consistante, qui ait du goût, qui conserve et qui était abondante, quoi. D'accord. Et puis on faisait aussi du canard. Mhm. En général, c'était les têtes rouges. Vous savez, le canard de Barbarie. Le Barbarie. Et alors, c'était celui qui était le plus facile à venir. Et puis en plus, c'était celui qui cherchait plus de vermine. Par exemple, les limaces et les escargots qui nous envahissent aujourd'hui. Ça n'existait pas parce que le canard, le matin, en sortant, il allait même lui dans les cultures. C'est-à-dire les luternes, même quelquefois des légumes. Et qui c'est qui organisait tout ça? C'est vous qui Ah ben, étiez chargé Non, on ouvrait les portes. D'accord. On surveillait que les animaux ruminants et toute la volaille, que ce soit la volaille, on ouvrait les portes et puis ça faisait sa vie. On donnait des fois, quand ils étaient jeunes, tout ça, un petit peu le matin, pas trop. Et le soir, par contre, on donnait un peu plus abondamment, mais de tôt, vers les 4 ou 5 heures. Ça fait que ça compensait leur nourriture. Et puis ça, s'ils n'avaient pas assez trouvé pour se nourrir, ça, là. D'accord. Et en quoi cette diversité d'animaux, elle était une force dans nos fermes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très peu d'animaux. Est-ce que ça joue au niveau de l'échange des marchandises? C'est-à-dire que quand il y avait de la diversité, Oui. voilà, et puis peut-être de l'engrais aussi?
Moi, je me rappelle Hmm. que les œufs, on faisait des trocs avec l'épicier. D'accord. Voilà. Le cochon, il nous faisait vivre, c'était la viande de l'année. Hmm. Quand on faisait des canards ou quelques oies, c'était par un très petit nombre, c'était soit pour notre consommation personnelle, soit pour en vendre une ou deux pour faire un petit peu d'argent. Et puis après, poulet et lapin, c'était pour notre consommation personnelle. Et le supplément nous faisait un petit peu d'argent. Alors les gens, ils allaient sur les marchés. Il y avait dans le temps, quand j'étais petite, il y avait un marché à Montpezat, avant la guerre. Il y en avait un à Molière, et puis il y avait celui de Cossade. Alors selon l'abondance que vous aviez en trop, vous alliez vers les marchés pour le vendre. Donc si je résume, on avait plusieurs choix. C'était soit dédié à la consommation personnelle, soit dédié au troc chez l'épicier qui se chargeait du troc et qui éventuellement, s'il n'y avait pas de troc à faire, il vous monnayait tout ça pour vous faire un peu de monnaie. Si, c'est-à-dire qu'il nous rendait en monnaie le supplément. D'accord, il n'y avait pas de troc direct. Non. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me rappelle petite, tous les voisins qui étaient plus bas que nous, dans les fermes qui étaient plus basses, qui n'étaient pas praticables en véhicule, ils portaient la veille le panier d'œufs, la liste de ceux qui voulaient, les flacons parce qu'il n'y avait pas, il fallait faire l'huile, les liquides, ils étaient délivrés dans un flacon, les sachets pour mettre le riz, les haricots secs et tout ça. Et puis le lendemain, l'épicier arrivait, on lui donnait le panier, il comptait les œufs, et puis s'il n'y avait pas assez d'œufs, il fallait donner de l'argent, mais en général, c'était le contraire. Il y avait des œufs et il nous rendait de l'argent. D'accord. Donc, si je reviens à cette histoire des animaux, on a dit qu'ils nous servaient pour la consommation personnelle. Ils nous servaient aussi pour l'engrais. Ah ben oui, le fumier apporté dans les champs. Tous les résidus, tous les fumiers, que ce soit il y avait l'écurie, quand on la nettoyait matin et soir, et puis on en faisait un tas. Et que ce soit le fumier de lapin, le fumier de pigeon, tous les fumiers de porc et de tout ça, ils allaient dans le tas. Plus les déchets qui n'étaient pas consommables par les animaux. Je ne sais pas, même les déchets alimentaires qu'on risquait les cendres, tout, on utilisait tout, rien ne se jetait. Et la basse-cour avait accès librement la journée au tas de fumier, c'est-à-dire qu'elle venait encore gratter là-dedans, enrichir ce tas de fumier constamment. Oui. Tout le temps, d'ailleurs, presque toujours, il y avait des poules sur le fumier. Quelquefois des canards aussi. D'accord. Donc vous avez connu l'époque où vous n'apportiez zéro engrais minéral à la ferme. Hein. Vous étiez 100% autonome en termes d'engrais. Hein. Non, nous, jamais. Peut-être une fois ou deux qu'on n'avait pas eu suffisamment de fumier. Il y avait une espèce d'engrais blanc comme du sucre, mais c'est le seul que j'ai connu de ma vie. D'accord. C'est comme pour les sulfatages de tout, que ce soit arbre, que ce soit vigne, que ce soit... on ne faisait qu'avec du sulfate de cuivre, et parce que c'était fort, il fallait l'éteindre avec de la chaux. Et puis après, pour quelquefois, selon le temps qu'il faisait, que le raisin il risquait soi-disant de brumer, mais le raisin il était formé à l'époque. Le matin très tôt, on passait avec du soufre en poudre. D'accord. Et c'est tout. Ok. Je reviens à nos animaux pour parler d'une dernière fonction. Donc pour entretenir ces 20 hectares, grosso modo, d'une ferme type, on ne faisait pas tout en manuel, donc il n'y avait pas encore la mécanisation classique. Donc on s'en servait aussi pour la traction animale, hein, c'est ça? Ah ben oui, on s'en servait pour tout. Donc c'était quoi, les bœufs, les chevaux? Il y avait les vaches. Nous, je parle de chez nous, parce qu'il y en avait qui avaient des bœufs. C'était la préférence du propriétaire. Nous, on avait des vaches parce que la vache, en plus, elle faisait un veau par an. Ce qui faisait un apport de plus. Parce que le veau, à l'époque, il fallait l'élever au moins 3 mois. D'accord. Et il était vendu en boucherie.
Et puis, mais il servait à faire le travail des champs, l'attraction, les déplacements pour aller à Cossada, même à Montauban, on allait avec le cheval. Hein. D'accord. Donc c'était en quelque sorte votre allié, c'était à la fois un outil de travail, mais on savait aussi qu'il fallait en prendre soin et lui rendre une part de... Ah ouais, c'était nos amis. C'était vos amis, et on ne pouvait pas le trahir, et il était là pour nous rendre service, et nous, il fallait aussi qu'on en prenne soin. Et vous savez, un animal, il le sent, si vous l'aimez, il vous le rend. Mais par contre, si vous ne l'aimez pas, eh bien, il n'est pas toujours agréable. Il ne vous le rend pas également. Il vous le ramène de sa façon à lui. C'est ça. D'accord. Il ne faut pas croire que ce soit à sens unique. Hein, D'accord. Puisqu'on parlait on a parlé des récoltes, enfin du surplus des productions, pour ce qui est des légumes et des céréales, donc tous ces surplus, c'est pareil, c'était destiné à la consommation personnelle, et puis après ça partait chez l'épicier ou sur les marchés? Non, en général, on s'en servait. C'est-à-dire il y avait en général, les gros légumes, c'était du haricot, du petit pois, des fèves, des pois chiches et des pois carrés. Ça, c'était les légumes qu'on consommait verts, frais, en saison, puis on les laissait mûrir, on les battait comme le grain, enfin, sur des bâches, et ça nous faisait des légumes secs pour l'hiver. Et s'il en restait trop, après, on les concassait, et ça nous faisait l'alimentation, un plus à l'alimentation animale, soit pour les porcs, soit pour la volaille, soit voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la réutilisation de vos semences? Et toujours. Alors en général, on gardait, quand on semait une raie par exemple, ça c'était réservé pour la semence. C'est-à-dire que les premiers grains, on les prélevait pas, ils y restaient jusqu'à la fin. Ils avaient une force naturelle. Ils n'avaient pas besoin d'appoint après. Et puis, ce qui était semences, enfin, tous les, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, on s'arrangeait avec un voisin assez éloigné, c'était pas un voisin, pour que les terres soient différentes. Et là, on lui avertissait assez tôt, et on faisait échange de la quantité nécessaire pour semer. Donc là, on raisonne à l'échelle, soit à l'opposé du village ou avec un village voisin, par exemple, pour cet échange de... C'était plutôt, moi, le village, j'étais en campagne. Par exemple, nous, à Saint-Laurent, enfin la Salvetat, on allait troquer contre Montfermier. D'accord, donc à quelques kilomètres. Voilà. D'accord. De manière à préserver, voilà. Trouver une autre variété génétique. Hein, voilà. Et puis la fois d'après, on allait plutôt sur rôti. Ok. D'accord. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous faisiez face aux aléas climatiques? Alors, je vous parle de la sécheresse, les tempêtes, la grêle. Vous savez, la sécheresse, ça a toujours existé. Mais comme les travaux n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, nous, on labourait. Et on travaillait en profondeur. Puis on tâchait moyen de pas trop trépiner la terre. Ça fait que quand on faisait les semences, les racines se formaient et elles avaient la force de descendre un peu bas dans le sol. Et quand il y avait des grandes sécheresses, ben elles avaient toujours les moyens d'un petit peu de fraîcheur. Alors évidemment, la journée, sous la température haute, vous aviez les maïs, vous aviez les tournesols, vous aviez ces récoltes-là qui semblaient être à l'agonie, mais la nuit, elles reprenaient. D'accord. Parce qu'elles reprenaient un peu de fraîcheur. Donc on avait probablement à l'époque une combinaison peut-être de variétés qui étaient aussi rendues résistantes. Et on avait nos variétés qui résistaient. Puisqu'en plus on leur apportait pas d'eau, alors il fallait qu'elles apprennent à se débrouiller. Ah oui, mais le temps il existait comme aujourd'hui. Hein. Il y avait la sécheresse, il y avait l'hiver, et l'hiver était beaucoup plus marqué que maintenant.
parce qu'on avait trois bonnes périodes de neige. Et je me rappelle que les stalactites gouttières, parce qu'il n'y avait pas des dalles, les gouttières, elles faisaient, il y en avait qui descendaient jusqu'à 1 mètre 5. D'accord. Et donc la sécheresse, vous pouvez nous toucher 2 mots de la sécheresse de 1947, c'est ça? Eh bien, on a eu pendant plusieurs années enfin, une après l'autre, quoi, de suite, de la sécheresse. Tellement que je me rappelle à l'époque, c'est une petite anecdote, mais les mémés, elles allaient faire dire des messes parce qu'elles avaient peur que la période de l'évangile, les 7 années d'abondance et les 7 années de famine reviennent. Et évidemment, on économisait toute l'eau de la vaisselle, elle était gardée pour les poules, l'eau de la toilette, elle était économisée au maximum, elle était gardée pour les poules, pour faire cuire au cochon, pour ceci, pour cela. Les vaches, on les amenait souvent boire dans les points d'eau, c'est-à-dire les mares, voire les ruisseaux, parce que les ruisseaux, ils étaient à sec aussi. Mais il y avait ce qu'on appelait des gourdes, c'est-à-dire que des endroits où l'eau s'accumule. Et on allait, alors c'était d'ici au Limbous, nous on partait en général à 2h, 3h du matin. Et là, on n'amenait pas les bêtes au Limbous, on les amenait en dessous de truffes là-bas. Mais on allait avec la charrette et des tonneaux. Et on ramenait l'eau pour alimenter. Et puis vous savez, elle était économisée. Donc là, ça fait partie des rares années où vous avez failli manquer d'eau. Et ça demandait une énergie colossale à s'organiser en fait. Hein. Tout. Alors ils n'employaient pas de lessive, ils n'employaient pas de savon, rien. Tout était... On économisait tout. D'accord. Et puis en plus, il s'est essayé de faire beaucoup de pluie, qui n'existait pas. Hein. Donc le territoire, il était maillé avec beaucoup de puits, pour avoir accès à l'eau à proximité de nos champs. Mais on essayait d'en récupérer, mais elle arrivait à des profondeurs importantes, 12 mètres minimum. Et puis, des fois, vous tiriez 20 seaux d'eau ce matin, mais il fallait attendre demain matin pour qu'il y en ait autant. Et de toute façon, concernant les grandes cultures, les grands champs de céréales, ou par exemple les maïs, là c'était impossible de les arroser. Ah, mais on n'arrosait rien. On n'arrosait rien. Donc il arrivait quand même que de la perte. Mais ça a toujours été. Mais vous avez même vos petits légumes, par exemple, les haricots, tout ça, et ils souffraient de la... Par contre, nous, ce qu'on faisait, et que ça les aidait aussi, c'est qu'on sarclait. On sarclait même le maïs, on sarclait les vignes, on sarclait tous les légumes de consommation courante. C'est-à-dire que après les semailles, quand ça avait poussé, que ça commençait, on sarclait, on enlevait l'herbe. Pour casser la croûte. Et on cassait la croûte et on ramenait la terre sur les pieds. Vers les pieds, de façon que ça faisait une petite montagne comme ça là. D'accord. Voilà. Et concernant la grêle, comment vous faisiez la grêle, il grêlait. Et ça enlevait les... Ça dépendait de la grêle, c'est quelque chose de jaloux, parce qu'il peut grêler ici, à 200 mètres après, il n'y a pas de grêle. Mais ça faisait comme un an, il y avait des gros orages, des petits orages. Quand ça emportait tout. Et le lendemain, ou plutôt, on resulfatait, toujours avec le cuivre et les vignes par exemple, pour que ça cicatrise. D'accord, parce que la grêle blesse les végétaux. Et puis ça se ressent pendant au moins 2 ans. D'accord. Donc là, face à ces événements, vous étiez obligé de faire preuve de solidarité entre fermes. Ah ben oui. Et ça se faisait spontanément. Ah mais spontanément. Vous savez, ça arrivait souvent que vous étiez dans un... D'abord, les maisons n'étaient pas fermées à clé. Ce qui prouve la confiance qu'avait... Chacun, on avait nos tempéraments. Mais on le connaissait, mais on faisait avec. Ça arrivait souvent que nous, on était à 700 ou 800 mètres, ou je ne sais pas combien, dans les champs, parce qu'évidemment, à l'époque, il fallait commencer de travailler à 2h du matin pour ne pas supporter trop de chaleur en plein midi.
Et vous étiez dans les champs, vous entendiez quelqu'un à la maison qui vous hélait, et il vous disait ce qu'il avait besoin. Ben, on lui dit, le papa lui répondait de la même façon, va te servir, tu sais où c'est, mais tu me le ramènes tel jour. D'accord. Voilà. C'était notre solidarité. Et pour les travaux, c'était pareil, quand on pensait, parce qu'ils se regardaient le temps tous les matins. Et il était scruté. Et selon ce qu'on prévoyait nous-mêmes qu'il allait faire, on dirigeait le travail dans les urgences. D'accord, c'était une météo issue de l'expérience, il n'y avait pas Météo France pour vous guider. Ah non. D'accord. Et pour terminer, donc on voit que vous consacriez une grosse partie de votre journée au travail. Finalement, tout était axé autour du travail de la ferme. Et donc, une fois que la journée au champ était terminée, comment ça se passait? Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Là, on continuait les soirées à trier des choses C'est-à-dire que ça dépendait de la saison. Parce que l'été, on se levait très tôt, à 2h du matin. On travaillait dehors dans les champs jusqu'à 10h. C'était l'heure du soleil à l'époque. Et jusqu'à 10 ou 11h. Puis là, on rentrait, on faisait reposer les bêtes, on les nourrissait, on les abreuvait. Et puis, on faisait des petits travaux à l'ombre, comme on appelait. C'est-à-dire la maîtresse de maison, elle faisait le repas. Nous, s'il y avait de la charrette de foin à décharger ou des trucs comme ça se faisait à ces heures-là, parce que c'était en pleine chaleur, mais il y avait le toit de la grange qui vous cachait le soleil. D'accord. Après le repas, il y avait un petit peu de sieste, et celui qui ne voulait pas faire la sieste, il en profitait pour faire de la lessive, pour faire éplucher des légumes en grande quantité, parce qu'on faisait quand même des conserves, mais pas de la façon qui se fait aujourd'hui. Les conserves en verre ne se faisaient que très rarement. D'accord. C'est-à-dire c'était le sel, la saumure. D'accord. Donc ça c'est tout pour la partie transformation des aliments. Oui. Et je suppose que l'hiver il y avait tout un tas de tâches à faire, entretenir l'outillage, tout ça. Et le soir, après la journée, elle finissait à 11h, vous alliez au lit, parce qu'il vous restait 3 heures à dormir. Pour se relever à 2 ou 3 heures du matin et continuer la journée. Et puis vous savez, il y en a qui croient qu'on n'y voit pas la nuit dehors, mais au bout d'un moment que vous êtes, vos yeux ils s'habituent. Bon, évidemment, la clarté elle revient petit à petit dans la journée. Mais on s'habitue et on travaille bien la nuit. Vous travaillez au clair de lune, au frais? Ah oui, des fois il n'y a pas de lune, mais on s'habitue, on s'habitue. Mais ça, les yeux ils s'habituent. Et puis après, l'hiver, quand les journées étaient pénibles pour le mauvais temps ou l'autre, ben, on réparait nos outils. On inventait ce qu'on croyait qu'on avait besoin, qu'on n'avait pas besoin d'acheter. Par exemple, on se faisait fabriquer les brouettes, on se fabriquait les comportes à eau ou comportes à vin, tout ça c'était nous. Et à nous, autour de la lumière du feu, parce que moi je me rappelle qu'au début on n'avait pas l'électricité. Après le repas, tout le monde se mettait en rond devant l'âtre et par exemple quand on avait dépiqué les haricots, tout ça, qui n'étaient pas assez mûrs, pas assez secs, il y a des gousses qui restent. Et là, on épiotait ça. D'accord. Donc là, c'était à la fois, on alliait à la fois le travail et on passait un moment en famille, avec des amis aussi, des voisins peut-être? Le samedi, en général, il y avait un regroupement de certaines familles. Alors là, les femmes, elles tricotaient. Le samedi, c'était pas travail. Les femmes, elles tricotaient ou elles raccommodaient. Et les hommes, ils jouaient aux cartes. D'accord. C'était le... D'accord. Eh bien écoutez, vous avez tout dit, Héloïse, pour aujourd'hui? Ben, je sais pas. Il y en a encore beaucoup à dire. Oh oui. Parce que la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, c'est inimaginable pour les gens d'aujourd'hui. Et pourtant, je vous assure qu'on vivait bien mieux. Parce qu'il y avait moins de haine, moins de jalousie, moins de je ne sais pas quoi. Tout le monde s'entendait. Je ne sais pas. Alors c'est très bien parce que Héloïse elle nous a préparé sur l'ouverture de la prochaine vidéo où on viendra sur le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui
pour apporter un regard un petit peu critique. Hein. Et voilà, encore une fois, merci Héloïse pour ce raccourci, ce condensé de ce que pouvait être une ferme autrefois. Si cette vidéo vous a plu, on en fera une seconde, voire peut-être une troisième, tant qu'il en faut, puisqu'il y a tellement à dire. Mais voilà, on est un petit peu limité par la technique, j'ai pas une grosse capacité mémoire sur mon téléphone, et, on veillera à remédier à ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Héloïse pour ce témoignage. Tant que je me rappelle de choses, il faut en profiter. Parce que vu mon âge... Les temps sont comptés. Voilà. Merci Héloïse.